Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième jour du Festival de géopolitique de Grenoble. Bonjour également à ceux qui nous suivent sur le live Facebook et sur le site du festival. Vous le savez, cette année, le thème du festival est la désunion européenne. Et aujourd'hui, vous allez assister à une discussion sur la souveraineté numérique de l'Union européenne et en particulier sur l'enjeu que représente le cloud computing pour cette souveraineté numérique. Donc pour cette discussion, 3 intervenants vont s'exprimer. Tout d'abord, Clotilde Beaumont, qui est doctorante en géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, également rattachée au laboratoire Prodigue et chercheur associé au Centre des recherches des écoles de Saint-Cyr-Coëquidan, le CREC. Elle est également allocataire de la DGRIS et doctorante associée à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Notre deuxième intervenant s'appelle Amael Katarouza. Il est géographe, maître de conférences HDR aux écoles de Saint-Cyr-Coëquidan et chercheur au sein du pôle Mutation des conflits du CREC Saint-Cyr. Secrétaire de la commission de géographie politique et géopolitique du CNFG, il travaille depuis plusieurs années sur la géographie et la géopolitique du cyberespace. Il a également publié récemment 2 livres, notamment Géopolitique des données numériques, qui est en vente sur la librairie à l'accueil de GEM. Enfin, notre troisième intervenant aujourd'hui est Didier Danet. Maître de conférences HDR aux sciences de gestion, il est responsable du pôle mutation des conflits du CREC Saint-Cyr et directeur du master spécialisé opérations et gestion des crises en cyberdéfense. Ses travaux de recherche portent sur la gestion des organisations de défense et le pilotage de processus d'innovation, tels la robotisation du champ de bataille et la numérisation des opérations militaires. Donc nous allons commencer sans plus tarder cette discussion avec une première question afin de contextualiser le thème du cloud computing. Et donc cette première question va porter sur l'environnement dans lequel se situe le cloud computing. Donc Amael Katarouza, on parle souvent de cyberespace ou d'espace numérique, mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Bien, merci de cette présentation et merci de cette première question. En effet, c'est difficile de parler de cloud computing sans parler de cet environnement dans lequel on évolue, qu'est l'espace numérique. Et la première chose qu'on pourrait dire sur cette notion, c'est que c'est quelque chose qui pourrait paraître assez contre-intuitif. C'est-à-dire, on a tous cette image en tête d'un espace très intangible en réalité. Donc, parler d'espace pour parler ou de cyberespace, c'est quelque chose qu'on a intuitivement assez de mal à visualiser. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le mot cyberespace est d'abord né dans un contexte, c'est bien connu maintenant, de science-fiction. Hein. C'était Le Neuromancier, c'était un roman paru dans les années 80. Donc, effectivement, on a déjà cette première dimension du cyberespace qui est finalement quelque chose d'assez intangible. Et pourtant, effectivement, on peut parler d'espace numérique et on peut également l'étudier d'un point de vue géopolitique. Alors, la façon la plus simple et la plus parlante de parler de cette notion, c'est d'utiliser une représentation qui s'est progressivement diffusée et mise en place, qui est une représentation par couche. C'est-à-dire qu'en utilisant la métaphore géologique, vous savez, cette idée qu'il y ait plusieurs couches superposées en géologie, mais de la même manière, on essaye de concevoir le cyberespace comme un environnement qui serait composé de plusieurs couches superposées, qu'il faudrait penser d'une certaine manière comme agissant ensemble et interagissant les unes avec les autres. Alors, je passe sur le nombre de couches qui fait débat. Les chercheurs parlent tantôt de 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7 couches. Si je prends la théorie la plus simple, qui est souvent utilisée, l'idée est que le cyberespace serait constitué en réalité de 3 couches qui le constitueraient, qu'il faudrait penser ensemble pour penser la géopolitique du cyberespace. Donc déjà, la première couche, c'est de dire cet espace qu'on pense comme intangible, il est réellement tangible parce qu'on a tous, il dépend d'infrastructures physiques tout à fait prégnantes, tout à fait perceptible. Si on parle par exemple du cloud computing, pas de cloud computing sans data center. Hein, on parle d'informatique en nuage, mais les données ne sont pas dans les nuages, elles sont dans des centres gigantesques qui vont stocker ces données, voire les traiter. Et donc du coup, effectivement, cette couche matérielle du cyberespace, elle est très visible, elle est essentielle pour que le cyberespace fonctionne.
Ça va être des data centers, ça va être des serveurs, ça va être aussi des câbles sous-marins. Voilà, vous avez toute une infrastructure ici qui, pour le coup, est tout à fait cartographiable. Hein. Vous avez une vraie géographie de ces infrastructures physiques qu'on peut remarquer. La deuxième couche, qui est elle aussi essentielle pour le fonctionnement du cyberespace, c'est la couche qu'on va appeler la couche logique ou logicielle. Le software, hein, vous savez qu'on impose souvent le software au hardware. Le hardware, c'est la machine. Le software, c'est ce qui va la faire tourner. Donc ça va être effectivement soit le système d'exploitation pour vos machines, soit y compris les applications que vous allez pouvoir utiliser qui vont permettre aux ordinateurs de communiquer les uns avec les autres. Pas de communication s'il n'y a pas des normes et des protocoles communs qui permettent à ces ordinateurs de fonctionner. Et puis, la troisième couche du cyberespace, ce serait du coup la couche informationnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez sur Internet, vous allez avoir un certain nombre de contenus, d'informations sous forme donc, de texte ou de différentes formes de données. Et ce contenu, c'est aussi une façon, si vous voulez, de penser cette géopolitique du cyberespace. Donc ça va être important ces couches parce que finalement on retrouve tout ça dans le cloud computing et surtout ça nous permet déjà de penser le cyberespace non pas comme un espace simplement technique mais comme un espace dans lequel s'expriment des rapports de force. Si vous regardez la localisation des infrastructures qui font fonctionner le cyberespace, vous allez voir qu'une grande partie de ces infrastructures sont concentrées dans des lieux précis, par exemple aux États-Unis. Et effectivement, quand on regarde les cartes, on voit que vous avez une vraie domination américaine sur ces infrastructures. Vous prenez la couche logique ou logicielle, on a tous en tête cette idée des GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, Microsoft et Amazon, évidemment, là aussi, on a l'image d'un rapport de force, d'un rapport de pouvoir dans le cyberespace. Aujourd'hui, on parle également des BATX, les fameux géants chinois. On pourrait parler aussi du RUNET, les géants russes du numérique. Donc voilà aussi, sur la couche logique, une façon de penser des rapports de force. Et bien évidemment, c'est également vrai sur la couche informationnelle. On peut là essayer de cartographier un certain nombre de choses. On peut déjà penser la domination linguistique sur le net et on va voir que l'anglais peut être tout à fait ici très surdimensionné, survisible. On peut aussi penser aujourd'hui tout ce qui est guerre d'influence et on voit bien que sur ces questions-là, vous avez aussi des rapports de force qui s'expriment. Donc c'était effectivement important de situer ce contexte parce que je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver, bien évidemment, dans la question du cloud computing. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va plutôt voir ce qu'est réellement le cloud computing. Et donc, Madame Beaumont, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est réellement ? Alors, en une phrase, le cloud computing, c'est une technologie de stockage, de traitement et de mutualisation des données numériques. Alors, en un peu plus qu'une phrase, le cloud constitue en fait un changement dans l'architecture des systèmes d'information et de communication. Parce qu'il y a encore peu de temps, la majorité des serveurs d'une entreprise ou d'une organisation étaient gérés directement par l'entreprise et se situaient dans les locaux de l'entreprise. Mais les usages et les pratiques ont évolué, et notamment parce que les volumes de données produites et échangées sur les réseaux ont considérablement augmenté ces dernières années. Et à mesure que les connexions se sont multipliées, les systèmes d'information et de communication sont devenus de plus en plus complexes. Et donc dans ce contexte-là, il devenait difficile pour une organisation de garantir en interne le bon fonctionnement de son réseau informatique et aussi de disposer de capacités de stockage et de traitement suffisantes. Et c'est donc la raison pour laquelle le cloud s'est développé comme une réponse finalement à tous ces nouveaux enjeux que pose la transformation numérique. Alors justement parce que le cloud repose sur l'externalisation de la gestion des ressources informatiques. Parce que lorsqu'elle recourt à une solution cloud, une entreprise fait appel à un ou plusieurs prestataires qui mettent leurs ressources informatiques à sa disposition. Et cette externalisation se décline essentiellement en 3 niveaux, qui reprend en fait un petit peu les 3 couches du cyberespace dont Amael vient de parler. Le premier niveau, c'est le niveau IaaS, qui correspond à la mise à disposition par un prestataire de son infrastructure informatique, en générant par exemple des machines virtuelles.
le pass, le niveau pass, où en plus de l'infrastructure, un prestataire fournit à son client système d'exploitation et logiciel de traitement de base de données. Et enfin, le SaaS, où le prestataire gère l'ensemble du dispositif informatique jusqu'aux applications. Alors donc, en résumé, en fait, grâce à la puissance, à l'efficacité des réseaux cybernétiques sur lesquels il s'appuie, le cloud permet l'exploitation de la puissance de calcul et de stockage de serveurs informatiques qui sont administrés par des prestataires et qui sont généralement situés dans des infrastructures qui sont physiquement distantes. Alors, outre la facilité d'usage et les économies que permet le cloud, il répond également à un autre phénomène qui est le besoin croissant de mobilité. Et par là, j'entends en fait le besoin de rester connecté au réseau de l'entreprise, au système d'information de l'organisation. Enfin, en somme, de pouvoir accéder aux ressources et aux applications d'une entreprise à distance. Parce que l'un des principes du cloud, c'est précisément d'être accessible en tout temps, depuis n'importe quel point du globe et à partir de n'importe quel terminal, n'importe quel appareil. Il a donc un caractère ubiquitaire et nous verrons du coup dans les enjeux géopolitiques et sur les questions de souveraineté que ça peut poser des problèmes. Alors, tous ces avantages que je viens d'évoquer sont probablement les raisons de son succès, puisque le cloud est déjà, il faut avoir conscience de ça, le cloud est déjà largement et quotidiennement utilisé par la majorité des internautes, que ce soit par exemple par le biais d'une messagerie électronique ou d'applications mobiles. Et son utilisation ne cesse de croître au point, en fait, aujourd'hui, de faire du cloud l'une des configurations prédominantes dans l'architecture des systèmes d'information et de communication. Parce qu'en fait, demain, la plupart de nos systèmes d'information pourraient très bien fonctionner en grande partie sur du cloud. Très bien. Vous l'évoquiez justement avec le principe ubiquitaire du cloud. Qu'est-ce qui fait que le cloud computing aujourd'hui est un objet de géopolitique ? Alors, le cloud est un objet géopolitique essentiellement parce qu'il révèle des rapports de force entre acteurs variés à différentes échelles. Ce que disait Amael aussi. Ce que je m'explique. L'avènement du cloud a permis l'émergence de nouveaux acteurs du numérique, les fournisseurs de services cloud, ces prestataires que j'évoquais précédemment. Et ce qui fait le succès, la réussite de ces opérateurs, c'est leur capacité à proposer à leurs clients des services de qualité, bien sûr, c'est-à-dire donc de mettre à leur disposition des capacités de calcul et de stockage suffisantes pour faire face à des demandes qui sont massives, croissantes et fortement fluctuantes, mais également de leur proposer ces services à des prix qui sont concurrentiels. Or, dans ce marché du cloud, la logique est justement à l'économie d'échelle. On observe un phénomène de rendement d'échelle croissant. C'est-à-dire que plus un fournisseur est important, plus il est performant, et plus ses prix sont bas, et donc plus il attire de clients. C'est une sorte de cercle vertueux. Et c'est pour ça que les principaux fournisseurs de cloud à l'échelle mondiale sont donc Amazon, Microsoft, Google, IBM et Alibaba, qui est en train de monter en puissance. Donc à l'exception de ce dernier, force est de constater que les États-Unis dominent très largement le marché du cloud. Et justement, on parlait de rapports de force entre acteurs variés et à différentes échelles. Et bien, face à cette concentration de l'offre entre les mains de quelques fournisseurs américains, on distingue 3 formes de rapports de force. Alors, on constate tout d'abord un retranchement national face aux indiscrétions des lois américaines, pour le dire pudiquement. Parce que la nationalité américaine des principaux fournisseurs de services cloud facilite le travail des agences de renseignement états-uniennes, qui peuvent alors accéder à de très importants volumes de données. Et ces programmes de surveillance de masse ont été révélés par Edward Snowden en juin 2013 et ont assez logiquement fait scandale. Et cette découverte alors, a fait prendre conscience aux États, premièrement, de l'importance de protéger les données de leurs citoyens et de leurs organisations internes, mais a aussi instauré une méfiance vis-à-vis des acteurs américains du numérique. Et c'est là le second point de tension, deuxième forme de rapport de force, puisque si la centralité technologique du territoire américain et ses politiques ont longtemps servi les intérêts des entreprises, les entreprises américaines du numérique leur ont permis de se développer pour devenir les géants qu'on connaît aujourd'hui, et ben ce n'est plus nécessairement le cas en fait. C'est-à-dire que les intérêts qui étaient jadis convergents ne le sont plus systématiquement. Parce qu'un fournisseur doit pouvoir garantir la confidentialité des données à son client. Or, je viens juste d'évoquer les pratiques de certaines agences gouvernementales américaines qui justement forcent en fait cette confidentialité et inspirent la méfiance des utilisateurs. Alors c'est pour ça que les entreprises américaines veulent s'émanciper un petit peu du joug du gouvernement américain, essentiellement afin de préserver leur part de marché hors des États-Unis, et notamment en Europe, puisque les Européens sont les plus gros fournisseurs de données au monde, largement devant les États-Unis. Alors plusieurs procès d'ailleurs ont déjà opposé gouvernement et firmes américaines sur cette question de l'accès aux données,
Et ces grandes multinationales cherchent par beaucoup de moyens, essentiellement des moyens techniques comme le chiffrement, d'apporter certaines garanties de confidentialité à leurs clients. Et donc ce qui m'amène au troisième rapport de force, qui lui a trait à la notion de puissance. Parce que la maîtrise de la technologie du cloud présente de grands intérêts, quel que soit le domaine considéré, économique, politique, militaire, etc. Et si la tendance actuelle se poursuit, c'est ce que je disais, la majorité des données mondiales seront concentrées dans le cloud. Or, les données sont indispensables au développement des nouvelles technologies clés dans le futur des relations internationales. L'intelligence artificielle, par exemple, qui repose entièrement sur le traitement des données et qui fait déjà l'objet d'une course au développement entre plusieurs États. Je pense par exemple à la Chine et aux États-Unis. Et donc, en plus d'être un lieu de concentration des données, du fait de ses capacités de calcul et de traitement de masse, le cloud est en fait même un préalable à toutes ces technologies. Il est une sorte de base dans un continuum qui intégrerait big data, machine learning et intelligence artificielle. Donc en fait, la maîtrise du cloud permet le contrôle des données, ce qui garantit la souveraineté d'un État et une certaine indépendance numérique, et qui donc constitue en fait en soi un facteur de puissance. D'accord. Donc, vous l'avez bien dit en conclusion, est-ce que le cloud computing soulève des questions relatives à la souveraineté nationale? Monsieur Kawatarusa, monsieur Alors, vous avez bien compris au vu de ce qui a été dit que dans la mesure où le cloud est un objet de géopolitique et de rapport de force, nécessairement, on tombe très très vite sur les questions fondamentales de la science politique, et notamment la première d'entre elles qui est la question de la souveraineté, ce qui a été dit par Clotilde. Et bien évidemment, le débat se pose de la souveraineté numérique, et à peu près dans les termes qu'on connaissait pour la souveraineté étatique sous Jean Bodin. Enfin, grosso modo, c'est les mêmes problématiques. Ce qui est intéressant à propos de la souveraineté numérique, c'est sans doute d'abord que par rapport au concept bien défini de la souveraineté étatique en sciences politiques, il y a un état de confusion du débat qui est tout à fait évident. C'est-à-dire que, alors je ne dirais pas que chacun voit la souveraineté à sa porte, mais on voit bien quand on lit un petit peu la littérature autour de cette question-là qu'il y a en gros deux grandes conceptions de la souveraineté numérique. Il y a la souveraineté numérique dont vient de parler Clotilde et Amel, qui est la souveraineté numérique vue du point de vue de l'État. Et où la question, c'est effectivement comment un État comme la France, qui n'a pas la chance d'avoir une position dominante dans le cloud computing, peut essayer de rivaliser, ou du moins essayer de limiter la faiblesse de sa souveraineté ou les atteintes à sa souveraineté de la part d'États qui sont dominants, notamment des États-Unis évidemment. Et donc ça, c'est la première grande tendance de la littérature. Alors là-dedans, vous trouvez toute une littérature qui va de Bélanger en 2012, qui pose un petit peu la question, jusqu'à hier, on est servi par l'actualité, le rapport Thiolin sur la souveraineté numérique. Bon. Et on voit bien que cette littérature-là, donc c'est un des deux grands courants. Hein. Et puis il y a un autre grand courant qui envisage la souveraineté numérique du point de vue de l'individu. C'est-à-dire comment l'individu propriétaire de données ou possesseur de données personnelles peut avoir la garantie qu'il est bien souverain sur ces données, qu'il n'est pas à la merci d'entreprises qui l'espionneraient ou d'États qui traqueraient un petit peu ses agissements à travers l'exploitation des traces qu'il laisse sur Internet. Et donc, moi, c'est la première chose qui me frappe quand je m'intéresse un peu à cette question de la souveraineté numérique, c'est qu'on est en permanence entre ces deux discours-là qui, évidemment, ne posent pas les mêmes problèmes et n'apportent pas les mêmes réponses. Et puis, pour faire un petit pas de côté, je dirais que cette notion de souveraineté numérique, par rapport à la souveraineté telle qu'on l'envisage traditionnellement dans les débats de sciences politiques, elle est assez génératrice de discours incantatoires et peut-être stériles. C'est-à-dire que très très vite, dès qu'on pose la question de la souveraineté numérique, on tombe sur des crispations du genre la souveraineté nationale contre la souveraineté européenne, ou la souveraineté française contre celle des États-Unis, l'extraterritorialité du droit américain, etc., etc. Et très très vite, on tombe sur des positions figées dans lesquelles on n'évolue plus. Donc j'introduirais bien dans le débat, et c'est pas dans le titre, mais voilà, on a le droit de s'échapper un tout petit peu du titre peut-être, un concept qui me paraît plus riche et plus intéressant, qui serait celui de l'autonomie stratégique, sur lequel alors Clotilde pourra sans doute entrer beaucoup plus dans le détail, mais il me semble que si on pose la question en termes d'autonomie stratégique, plutôt que de souveraineté numérique, on arrive beaucoup plus vite à des choses plus intéressantes et plus constructives.
Donc, juste pour donner une définition très très rapide de l'autonomie stratégique, je l'emprunte à Frédéric Charillon. Je trouve que sa définition est très très bonne, même si elle n'est pas très technique, mais il dit l'autonomie stratégique, c'est la capacité d'agir seul et la capacité de ne pas rester seul. C'est-à-dire, est-ce que nous avons les moyens d'agir dans l'espace numérique sans être muselés ou contraints ou dépendants d'autrui ? Et nous avons cette capacité d'agir dans l'espace numérique à plusieurs niveaux, au niveau économique, au niveau politique, au niveau juridique. Et puis, est-ce que nous avons la capacité de ne pas rester seuls dans cette action ? Et effectivement, on voit bien qu'à de multiples reprises, les États, notamment européens, ont eu cette capacité d'agir seuls et puis ensuite d'entraîner derrière eux d'autres États, voire l'Union, à travers un certain nombre de processus qui montrent que la souveraineté numérique française, par exemple, ou espagnole ou italienne, ne s'oppose pas à la souveraineté numérique européenne, celle dont on voudrait parler aujourd'hui, et que si on l'envisage à travers un terme qui est beaucoup moins connoté et enfermant que souveraineté numérique, qui est celui d'autonomie stratégique, on arrive assez vite à des choses beaucoup plus constructives et, me semble-t-il, intéressantes. Donc voilà pour une première approche de cette notion de souveraineté numérique et d'autonomie stratégique. Je pense que les deux, maintenant, il faut vraiment les lier dans le débat et s'en emparer. Oui, je vais rajouter juste peut-être un mot. Effectivement, je pense que ce que vient de dire Didier est important parce que, en fait, ce débat de la souveraineté qui a émergé dans le courant des années 2000 et qui a explosé avec l'affaire Snowden, parce que effectivement, l'affaire Snowden, ça a été la révélation que nos données peuvent être consultés de manière complètement libre. Et effectivement, là, il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on laisse sur Internet et comment des données qui peuvent être stratégiques peuvent effectivement être un minimum protégées. Et le problème de cette question de la souveraineté, c'est qu'elle a tout de suite cristallisé deux courants. Un courant globalement libéral avec un discours américain sur le free flow of data. L'idée qu'il faut que les données circulent librement, que ça crée un concept un peu économique sur l'idée que voilà, la circulation des données va permettre à tout le monde de profiter d'une certaine manière de cette circulation et va permettre aux startups de se développer, de créer de nouvelles applications et c'est cette idée que la donnée va générer comme ça de nouvelles possibilités, potentialités, etc. Et puis un deuxième courant complètement opposé, partant sur un constat politique. L'ouvrage de Bélanger a été rappelé d'un ouvrage début 2010-2011, il me semble, sur la souveraineté numérique. Et puis vous avez le rapport qui avait été rédigé par la députée européenne Catherine Morin-Desailly, qui parlait, elle, directement de l'Europe comme colonie numérique. Colonie numérique des États-Unis, et on voit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, une grande partie des emplois du numérique sont en réalité des emplois américains ou quand on voit Amazon, Google, etc. Donc ça veut dire autant d'emplois en moins, par exemple, pour la France et pour l'Europe. Donc vous voyez bien ici ces deux tendances. D'un côté, le discours un peu libéral du free flow of data, et de l'autre, le discours, attention, la colonisation, etc. Et donc, effectivement, là, dans ce débat, il n'y a pas d'entre-deux. On ne peut pas trouver de compromis. Et effectivement, ce qui était rappelé par Didier, ces notions de souveraineté qu'on peut décliner à la fois au niveau territorial et au niveau individu, elles soulignent finalement assez bien l'un des paradoxes de notre monde contemporain, c'est-à-dire qu'on est à la fois des entités étatiques sur des territoires un peu à la mode de la géopolitique du 19e siècle, l'État-nation et la marqueterie de territoire. Mais il faut aussi penser aujourd'hui nos territoires, et le numérique est particulièrement prégnant pour ça, comme des territoires complètement interdépendants. En réseau, on dépend chacun les uns des autres. Et quand on parle du cloud computing, on voit bien que cette notion de cloud computing, le fait que nos données soient stockées quelque part, en réalité, on voit bien que cette notion, elle est forcément transnationale.
Donc penser la souveraineté du cloud simplement sur une réponse nationale, on va créer des data centers sur le territoire, tout va être cloisonné, etc., ça n'a pas de sens. Et du coup, effectivement, cette idée d'autonomie, là, me semble aussi intéressante parce qu'elle permet justement de déminer le débat, hein, et de déminer cette oscillation là, entre une idée de souveraineté géopolitique et puis ce constat qu'on est aussi souverain dans l'interdépendance aujourd'hui, hein, dans une espèce de système mondial. Donc voilà, là on est vraiment, je crois, dans le cœur aujourd'hui de ces questions de souveraineté nationale, hein, dans le cloud computing. Effectivement, pour rebondir sur la notion d'autonomie stratégique, en fait, tout simplement pour peut-être mettre un peu du rationnel derrière la notion de souveraineté, une autre définition de l'autonomie stratégique, c'est la liberté d'appréciation, de décision et d'action. Et simplement en se posant ces trois questions à chaque fois, sur le domaine du numérique par exemple, ça marche assez bien. Je pense que c'est une bonne piste effectivement pour avancer et dépasser un peu cette notion qui a tendance à générer des crispations autour de la souveraineté. Néanmoins, j'imagine qu'il doit y avoir des réponses nationales face à toutes ces questions numériques. Quelles sont-elles, Monsieur Cattaro? Oui, mais ce que je vous disais, en fait, effectivement, depuis Snowden, mais même bien avant, les États se sont emparés de cette question numérique, et en particulier de cette question du cloud, et de cette question des données, hein. Et on va retrouver dans les différentes réponses des choses qui font écho à ces différentes notions de souveraineté dont on a fait mention. L'une des réponses, je dirais, la plus matérielle et facile à se représenter, c'est la réponse en termes d'infrastructure. Si vous regardez par exemple aujourd'hui les investissements gigantesques que la Russie fait sur la question des data centers, il faut regarder sur cette question les travaux de Kevin Limonier, qui a fait tout un ouvrage sur la politique numérique de la Russie. Il montre bien qu'aujourd'hui, depuis 2015, des projets gigantesques ont été lancés en Sibérie pour créer des data centers russes permettant du coup d'avoir pour la Russie des infrastructures gigantesques qui va lui permettre d'abriter ses propres données, les données, et de faire en sorte que les données sortent le moins possible du territoire, mais potentiellement aussi de fournir des services à toute une gamme de pays environnants. Donc là, il y a une réponse, je dirais, un petit peu classique, qui serait de dire, finalement, la souveraineté numérique, c'est créer nos propres infrastructures sur notre territoire et faire tout en interne. Et on voit bien ici que, on parle de la Russie, on peut parler de la Chine avec Alibaba qui se lance dans le cloud, mais quand on regarde les acteurs européens, ici, on est en revanche bien loin. On a un acteur français très, très, très important dans le cloud computing qui est OVH, mais peut-il concurrencer d'autres acteurs comme Amazon, voire même Alibaba ou des acteurs russes? Là, effectivement, et en termes d'infrastructure, on voit bien qu'on va être limité dans la façon de construire des infrastructures. Donc il y a une deuxième réponse qui a été développé d'ailleurs dès le début des années 2000, mais qui s'est énormément développé depuis 2013, depuis Snowden, c'est la solution juridique. Ce qu'on va appeler les mesures de data localisation. En clair, un pays impose aux fournisseurs qui traitent ces données et les données de ses citoyens d'héberger ces données sur le territoire national ou de faire en sorte que la loi du territoire national s'impose aux fournisseurs étrangers. Ça a été par exemple le choix du Brésil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement que Amazon, qui va gérer des données de citoyens brésiliens, doit respecter la législation nationale du Brésil sur ce traitement des données, quel que soit l'endroit où elles sont hébergées. Et là, déjà, vous avez aussi une autre façon de penser, entre guillemets, une souveraineté qui n'est pas simplement, du coup, infrastructure, mais qui va être
ici, dans la juridiction. Et d'une certaine manière, c'est ce qui va être aussi, on va en parler maintenant, l'Union européenne. Aujourd'hui, on voit bien que les solutions qui sont apportées, notamment, il faut maintenant parler de la RGPD, le fameux règlement sur la protection des données, hein, qui est, aujourd'hui en cours depuis mai 2018, qui est actif. Là, la solution qui va être apportée par l'Union européenne, c'est bien une solution juridique, hein, ici. Voilà, donc ça permet déjà de poser un petit peu le cadre des réponses, des différentes réponses, pour le coup nationales, qui peuvent être apportées. Juste pour compléter effectivement ce que dit Amael et montrer justement que les questions sont complexes, je pense que la data localisation est peut-être pas la bonne manière d'aborder le problème sur le plan des normes. Hein. Effectivement, parce qu'on tombe très vite dans le débat de où sont les normes et donc quel est le droit qui s'applique. En fait, les choses me paraissent beaucoup plus subtiles que ça. Et si vous prenez par exemple une autre manière de poser la question du droit applicable, qui a déjà été posé depuis très longtemps, qui est celui du transfert des données, vous avez, moi je pense, une construction qui est intéressante, qui consiste à se dire, mais est-ce que le droit national a vraiment besoin de textes supplémentaires, etc., pour imposer une obligation ou pas ? Et on voit bien, si vous prenez des questions qui se sont posées autour, par exemple, du droit d'alerte, qui a été imposé aux entreprises américaines dans le cadre de la législation Sarbanes-Oxley, qui exigeait que les entreprises américaines mettent partout en place dans le monde des systèmes d'alerte pour, en cas de comportement déviant, etc., avec l'idée que, quelle que soit l'entreprise américaine, elle devait le mettre en place, quelle que soit l'entreprise où elle était localisée, elle devait le mettre en place et faire remonter les données vers les États-Unis. Ce qui voulait dire qu'en France, par exemple, s'est posé la question très concrète, est-ce que McDonald's peut mettre en place dans ses magasins une boîte à lettres où les employés pourront dire, voilà, mon collègue Martin, il a volé de l'argent dans la caisse, avec l'idée que cette information remontait au siège de McDonald's aux États-Unis et était traitée là-bas. Bon, la loi française, le juge français, très naturellement, a été amené à dire, bah non, on ne peut pas faire ça. Cette loi américaine, elle est contraire au droit français, donc le droit français s'applique en France, donc vous ne pouvez pas faire ça. Voilà. Et cette réponse nationale qui a été apportée, est-ce qu'elle est exclusive ou est-ce qu'elle est en compétition avec la réponse européenne ? Non, parce que on voit très bien qu'à partir d'une réponse nationale, le débat peut se déporter au niveau européen très facilement, par le biais des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union, et ensuite peut être pris en charge par la Commission et aboutir, par exemple, au RGPD. Et moi, je ne vois pas d'opposition, par exemple, entre les législations nationales, l'application du droit national, et le RGPD, qui est le prolongement européen de ce que beaucoup de droits nationaux avaient déjà en eux-mêmes. Et donc, vous voyez, la crispation sur la question de la data localisation, où sont les données, où sont les données, où sont les données, aboutit des fois à des solutions totalement absurdes. Enfin, je voudrais rappeler comme cette note du ministère de la Culture qui assimilait les archives des municipalités à des trésors nationaux pour leur interdire de sortir pour se loger dans un cloud américain. Donc on en arrive à des solutions totalement absurdes alors qu'il existe déjà des réponses, mais encore une fois à travers un concept qui n'est pas celui de souveraineté numérique, parce qu'automatiquement ce concept de souveraineté numérique génère crispation, recherche d'identité, opposition, etc., etc. Et donc c'est en ça que les deux concepts dont on a parlé peuvent être effectivement intéressants pour nourrir le débat. Clotilde ? Et justement, en fait, sur ces réponses nationales, je pense qu'on est plutôt sur une question d'échelle, où l'échelle européenne est meilleure que l'échelle nationale par rapport aux moyens, aux ressources dont on dispose. Et pour mettre un petit peu de concret derrière tout ça, je pense que l'exemple du cloud souverain français, de l'échec du cloud souverain français plutôt, est très parlant. Parce que pour revenir un petit peu dessus, pour illustrer tout ça, c'est en fait le cloud souverain, c'est un projet de partenariat public-privé qui a été amorcé en 2009 sous le gouvernement Fillon. Et ce projet s'est concrétisé en 2011 par l'association des entreprises Thales, Dassault Systèmes et Orange sous le nom de projet Andromède. Et à ce moment-là, donc public-privé, la Caisse des dépôts et consignations en était l'actionnaire majoritaire. Mais il y a eu des mésententes entre les acteurs du premier projet et ça a provoqué sa scission en octobre 2012 en deux initiatives, CloudWatt et Numergy, dont on entend encore un peu parler et qui vous seront peut-être plus familiers que le nom Andromède. Et donc CloudWatt réunit Orange et Thales, tandis que Numergy est mené par SFR, nouvel acteur, et Boule qui a remplacé Dassault Systèmes.
Et donc en fait, finalement, Orange rachète ses parts en 2015 et prend le contrôle de CloudWatt, tandis que Numergy est lui entièrement racheté par SFR. Et ces deux rachats marquent en fait l'échec du projet gouvernemental. Donc outre ce contexte, outre le constat de cet échec, si on s'intéresse un petit peu aux causes, la principale raison en fait de cet échec, c'est parce que le cloud souverain n'a pas, la technologie n'a pas trouvé son marché en fait. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'offre proposée et l'écosystème numérique français manquaient de maturité à l'époque. C'est-à-dire que la demande pour une offre souveraine était trop faible, les potentiels cas d'usage n'ont pas été pleinement envisagés et les services proposés se limitaient à de l'hébergement. Et ensuite, si la technologie n'a pas trouvé son marché, c'est parce que l'État n'a pas suffisamment incité les acteurs publics à utiliser l'une des deux offres. Typiquement, sur le cas des collectivités territoriales, les instructions étaient très très peu claires, voire carrément inexistantes. Et enfin, si le cloud n'a pas trouvé son marché, c'est parce que sa gouvernance était mauvaise. Et en fait, la scission du projet a divisé les bénéfices entre deux acteurs, alors qu'il n'y avait déjà pas suffisamment de place sur le marché pour un seul. Comme je vous ai dit, on est sur de l'économie d'échelle. Donc la demande se répartissait en fait déjà entre les entreprises américaines, Amazon, Microsoft, qui étaient très compétitives parce que performantes et économiquement attractives, mais aussi entre les acteurs nationaux déjà existants. Et il y en avait déjà. OVH, par exemple, qui est quand même un autre grand acteur français, mais aussi européen. Et donc des acteurs qui, en plus, étaient beaucoup plus avancés sur les questions de cloud que Thales, Dassault, etc. à l'époque. Et donc, en fait, en ne permettant pas de retour sur investissement, CloudWatt et Numergy ont manqué de moyens pour se mettre à l'échelle des autres offres. Et donc, c'est pour ça que si l'intuition de l'État français était bonne, sa réalisation n'était clairement pas aboutie. Une dernière question avant de passer à vos questions, une question de conclusion. Donc, vous avez évoqué la fragilité d'une réponse nationale et désorganisée. Finalement, est-ce qu'une unité régionale est possible pour les acteurs du cloud computing et quel scénario peut-on imaginer pour demain ? Oui, donc effectivement, pour rappeler un petit peu ce qui a été dit, je crois que nous, la position, elle est forcément plus nuancée. Si on prend la question des acteurs européens aujourd'hui du cloud computing, vous regardez ne serait-ce que le classement de l'année dernière des plus grandes capitalisations boursières, qu'est-ce qu'on voit ? Parmi les 10 premiers, vous avez les acteurs américains, avec dans l'ordre Apple, Google, Microsoft, Amazon, qui sont les 4 premiers, et puis Facebook, qui est gentil 8e. Et puis, quand vous cherchez les acteurs du numérique européen, il faut aller à la 62e place, c'est SAP allemand. Donc, très concrètement, si on pose la question de la souveraineté numérique uniquement en termes territoriaux et de souveraineté économique, on voit bien qu'on a déjà perdu la bataille. Avec l'idée qu'on pourrait rattraper et dépasser les acteurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer nos propres acteurs et nos propres solutions, mais cette solution-là ne sera jamais une solution qui permettra de penser une souveraineté compétitive, etc., qui permettrait de nous localiser sur la scène internationale. Donc effectivement, pour sortir de cette impasse, il faut essayer de développer des concepts un petit peu différents et de savoir effectivement dans l'interdépendance, dans la compétition qui se joue aujourd'hui sur la scène internationale à travers des géants américains, russes, chinois, comment répondre à cette question ? Effectivement, je crois que la question juridique, c'est aussi une réponse possible et le niveau européen, pour le coup, est intéressant. Faut savoir que l'Union européenne, c'est vrai dans le numérique, c'est vrai dans d'autres domaines, l'Union européenne, elle est connue sur la scène internationale parce que c'est une région qui produit des normes, qui produit des valeurs, qui produit du droit. Et la RGPD, c'est par exemple, alors je ne dis pas que la RGPD est une solution idéale, mais c'est un exemple de ce qui peut être, la manière dont on peut penser
finalement une autre façon de penser la souveraineté, si vous voulez, hein, ou l'autonomie en tout cas. Voilà, donc je pense effectivement que sur cette question, il faut effectivement déminer les concepts, hein, et essayer de trouver des solutions un petit peu alternatives. Merci. Donc il nous reste maintenant une quinzaine de minutes pour vos questions. Des micros vont circuler. Donc posez vos questions si vous avez des éclaircissements à demander, des questions qui suscitent votre intérêt. Bonjour. Il faudrait s'interroger sur le service qui va bientôt être mis en place par les différents opérateurs de télévision français, présidé par Madame Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, et le service va être hébergé chez Amazon. Donc en fait, nos impôts redevances et nos impôts indirects vont financer Amazon. Donc se demander est-ce que déjà nos dirigeants ne nous trahissent pas en allant chercher des services chez les Américains. Et d'autre part, le système Windows 10, quand on voit le poids de ce système d'exploitation qui est de 40 gigas, qui fait de la télémétrie, en fait, on serait dans le droit de s'interroger sur la destination de toute cette télémétrie, de tout ce keylogging que Microsoft fait à notre insu. Merci. Non, moi je pense effectivement, je comprends la question, et je pense effectivement ça souligne un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que la question maintenant c'est de savoir comment répondre à ce type de constat, parce que l'offre américaine, mais bientôt l'offre chinoise et d'autres offres, évidemment, va être plus compétitive que l'offre qu'on pourra développer sur le territoire. Mais là encore, je crois que maintenant, effectivement, il faut savoir qu'est-ce qui dans les contrats qu'on va passer avec ce type d'entreprise, qu'est-ce qui nous garantit que la protection des données personnelles est respectée, qu'on est présent dans le dispositif et qu'on garde un certain nombre de contrôles. Il ne faut pas voir non plus les entreprises comme forcément des bras armés du gouvernement américain ou d'un autre gouvernement sur une scène géopolitique où les choses se joueraient de manière sur une arène où les gens se battraient. Je pense qu'il faut effectivement là réfléchir aussi sur les dispositifs juridiques ou autres qui peuvent nous permettre de poser des garde-fous, hein, à ce type de contrat. Je pense que c'est... voilà. Puis la question aussi, c'est pas pourquoi, c'est quelles sont les alternatives qui existent en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, il n'y a pas... on est en train de construire ces alternatives en fait, et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Et jusqu'à maintenant, on était peut-être plus dans une politique qui était nationale et des volontés qui étaient nationales, et c'est pour ça que l'alternative n'a pas forcément pu prendre alternative aux géants américains, typiquement Amazon. Et c'est pour ça, je pense, pour finir aussi sur cette note d'unité régionale, que en termes de base industrielle, en termes de base territoriale et en termes de marché, c'est à l'échelle européenne qu'il faut réfléchir pour développer ces alternatives. Et qu'aujourd'hui, c'est pas concurrentiel, c'est pas compétitif. Les services proposés, outre les prix, hein, la qualité des services proposés, ben il n'y a pas photo. Il faut construire ces alternatives pour concurrencer. Mais aujourd'hui, c'est pas pourquoi est-ce qu'on va chez les Américains et pas chez les Européens, c'est plutôt bah oui, mais qu'est-ce qui existe chez les Européens et les Français encore moins. Et puis juste pour compléter sur la notion d'alternative, parce que j'ai le privilège de l'âge, donc j'ai vécu une époque que vous n'avez pas connue, mais j'ai vécu l'époque des solutions alternatives construites
que vous n'avez pas connu non plus, mais peut-être il y a des gens un peu âgés dans la salle, ils s'en rappelleront. J'enseignais l'informatique dans un lycée à la fin des années 70, donc c'est vous dire que c'est une époque de dinosaures à laquelle vous appartenez pas. Et à l'époque, la domination américaine était déjà là. Hein. Les lycées libres, entre guillemets, achetaient des Mac qui venaient de sortir de chez Apple, et ils formaient leurs élèves au code. Alors à l'époque, on appelait ça la programmation. Hein. Et ils formaient leurs élèves au langage de programmation de l'époque, qui était le BASIC. Et donc l'éducation nationale, outrée de cette domination américaine, à la fois sur le hardware Apple et sur le software BASIC, avait décidé qu'il était une atteinte intolérable à notre souveraineté. Intolérable. On ne pouvait pas faire ça dans l'éducation nationale, former des élèves sur des ordinateurs américains et dans un langage de programmation américain. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit nos impôts ne vont pas servir à financer ça. Hors de question. On va instaurer une solution nationale obligatoire. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a imposé à l'éducation nationale d'acheter des ordinateurs français, qui étaient à l'époque les TO7 de Thomson et les Goupil de je ne sais plus quelle entreprise. SMT, je crois. Et donc, les écoles ont été priées de s'équiper, grâce à l'UGAP et à ces merveilleux contrats marché public, d'ordinateurs français. Et, alors bon, après tout, solution industrielle, pas forcément absurde, ok. Mais là où il y avait l'absurdité totale, c'est qu'on a dit, hors de question de se laisser imposer un logiciel ou un système de code américain. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a développé un système de code français qui n'existait nulle part ailleurs que dans l'éducation nationale. Ça n'existait que là. Personne en dehors de l'éducation nationale ne connaissait le LSE, le langage symbolique d'enseignement. Donc, j'en ai honte, mais j'ai formé des élèves sur des matériels, bon, à la limite, c'est pas très grave, qui n'étaient pas les matériels les plus modernes, dans un langage que personne ne parlait en dehors de l'éducation nationale. Ce qui fait que mes élèves, quand ils quittaient le lycée, eh bien, ils devaient se mettre au basique. Donc, c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Mais on a quand même une longue tradition, c'était à la fin des années 70, donc ça veut dire qu'on a 40 ans derrière nous de solutions absurdes de ce type-là. Hein? Et donc, il faut se méfier de l'idée de l'alternative franco-française. Effectivement, je pense que très souvent, elle n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas en avoir, mais on a quand même une série d'échecs répétés tout au long des années. Enfin, on peut reprendre Quaero. Qui a entendu parler de Quaero? Voilà, personne. Quaero, c'était le moteur franco... Ah, il y en a un. Très bien. C'était le moteur franco-allemand qui devait remplacer Google. Bon, il y a eu quelques milliards de dépensés. On n'en a pas... Quand même, le résultat n'est pas quand même complètement tangible. Hein. Moi, je serais plus sévère encore sur le cloud français. Le cloud français était voué dès le départ, compte tenu du phénomène d'économie d'échelle, à un échec patent. Enfin, c'était clair comme de l'eau de roche. La seule solution, ça aurait été de soutenir OVH de manière massive. Mais ce n'est pas cette solution-là qu'on a choisie. Hein. Donc on a quand même 40 ans derrière nous de solutions alternatives, dont certaines sont franchement débiles. Bon, alors je suis d'accord avec vous, mettre le commissaire Moulin et Michel Sardou sur Amazon Web Services, c'est effectivement servir des impôts français pour financer Amazon. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors en plus, vous auriez pu dire peut-être que vous êtes abonné à Netflix, hein, pour éviter le commissaire Moulin et Michel Sardou. Bon. Moi, je suis abonné à Netflix, donc voilà, je suis un agent inconscient de la CIA ou conscient de la CIA, je ne sais pas. Hein, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait en termes d'alternative? Hein? Et encore une fois, je suis assez d'accord avec vous, si on avait une alternative efficace, pas chère, compétitive, etc., on pourrait se poser la question. Aujourd'hui, je pense que, Delphine Ernotte, je pense qu'elle n'a pas dû se poser très longtemps la question de savoir où elle allait héberger. Qui était capable d'héberger dans des conditions correctes de service, à un prix convenable, etc. etc. Enfin, et encore, il y avait peut-être des solutions, mais c'est pas évident. Hein. Pas évident. Oui, merci beaucoup. J'entends bien effectivement tout ce que vous dites là, c'est tout à fait accessible, mais il n'en demeure pas moins quand même. Effectivement, vous avez parlé de je ne sais pas Quaero, mais que penser par exemple, ça me venait à l'esprit rapidement de Quant, qui remplacerait par exemple, voilà. Première question. Deuxième question, sans faire de mauvais jeu de mots, autonomie, certes. Je veux dire, sur le plan conceptuel, moi je ne suis pas contre non plus, effectivement, qu'on partage beaucoup de choses avec nos alliés et tout ça, et puis même européens ou extra-européens, mais conceptuellement, autonomie ne veut pas dire indépendance complète.
Donc il y a quand même des choses un peu à voir. Et puis, vous parliez comment ne pas comprendre, comment ne pas être crispé. Je ne sais pas, vous dites qu'il ne faut pas... C'est une chose, mais il y a quand même des façons de gérer les données. Est-ce que soit les données fixes et anciennes sont d'ores et déjà tous déjà partis, et donc les moitiés des carottes sont cuites, il faudra maintenant penser juste au navet, et les futures carottes qui vont arriver dans la casserole, ou ils ne sont pas complètement cuits, et raison de plus, il faut faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous dire Et puis, dernière chose, mais enfin, ça c'est un peu le futur, que penser de l'ordinateur quantique qui, une fois mis au point, va faire voler complètement tous les cryptages et voilà, tout ce qu'on va dire, ça va être complètement obsolète et devenu de nouveau dinosaure, comme vous dites. Et quelles seront les clés, alors imaginez, pour le futur, si ce n'est pas le cryptage, voilà. Oui, alors peut-être quelques éléments. L'autonomie, c'est pas l'indépendance, mais l'indépendance aujourd'hui, elle est là encore, c'est un concept qui a été qui est encore sûrement prégnant sur un certain nombre de domaines, mais qui doit se conjuguer avec une situation d'interdépendance de chacun des États. C'est-à-dire qu'il y a plein de domaines aujourd'hui sur lesquels on exporte et on importe et on a besoin des autres. Si vous prenez les questions énergétiques, on est à peu près dans les mêmes questions. Hein. Le gaz, prenez le gaz pour l'Europe et vous allez voir que on est en partie dépendant du gaz russe et d'autres fournisseurs. Donc là, je pense qu'effectivement, il faut arrêter de penser simplement le texte en termes simplement de solutions nationales et territoriales. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer des solutions nationales. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas également investir dans un certain nombre de domaines. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a aussi une pensée stratégique à développer pour développer les bons domaines et ceux sur lesquels on va être pertinent. Penser qu'on va développer l'intelligence artificielle qui demain concurrencera la Chine et les États-Unis, je ne suis pas sûr, mais peut-être que sur un certain nombre de points plus spécifiques, on peut être présent et avoir une voie. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses à penser pour éviter, là encore, de développer le Minitel quand Internet est en train de se développer. Il y a peut-être des projets industriels à lancer qui seraient des projets à l'échelle européenne, parce que maintenant, il faut aussi penser l'échelle européenne. L'échelle nationale n'est probablement pas suffisante. Des projets à l'échelle européenne qui soient pensés de manière stratégique sur les projets qui, dans 10 ans, seront les projets pointus qui vont sur lesquels on va pouvoir être présent. Moi, je pense que c'est surtout ça. C'est aujourd'hui, développons la pensée stratégique pour identifier les domaines dans lesquels on pourra être concurrentiel et compétitif. Exactement, en fait, sur cette stratégie, c'est exactement ce que vient de dire Amel. Il faut plutôt, au contraire, jouer peut-être, enfin ça c'est après avoir les solutions envisagées, mais jouer sur cette interdépendance. Pour reprendre une métaphore médicale, on ne peut pas aujourd'hui, enfin l'Europe, la France, être des généralistes. On n'a pas les moyens de se développer sur tous les fronts, c'est pas possible. Donc pourquoi ne pas essayer d'être, je sais pas, un très très bon neurologue, un très très bon cardiologue, et du coup créer de l'interdépendance avec d'autres États, et justement en fait jouer là-dessus et s'imposer par l'interdépendance. Pourquoi pas? C'est une question. Juste, effectivement, pour essayer de répondre, parce que les questions que vous posez elles sont évidemment pertinentes et elles sont évidemment intéressantes et pas forcément faciles. Vous parliez de carottes cuites. Je prends un exemple. Et qui vous montre que le problème ne date pas forcément uniquement du cloud et de la technologie. Vos données d'état civil, on peut les considérer comme étant des données un tout petit peu sensibles, hein, auxquelles il faudrait faire un petit peu attention, etc., etc. Et donc on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer si les mairies mettent les données d'état civil dans le cloud d'Amazon ou d'Alibaba, encore mieux, hein, d'Alibaba. Le problème, il est que vos données d'état civil, elles sont déjà parties depuis très longtemps. Si vous voulez un extrait d'état civil, vous pouvez vous adresser à votre mairie, mais il y a un autre moyen de les avoir, c'est que vous vous adressez aux Mormons américains. L'Église des Mormons américains rapatrie depuis des dizaines d'années toutes
toutes les données d'état civil françaises, et pas seulement françaises, hein, parce que dans leur logique, enfin je ne suis pas mormon, hein, donc je ne l'expliquerai peut-être pas bien, mais en gros les mormons considèrent qu'ils doivent rapatrier dans l'Utah toutes les données d'état civil pour pouvoir sauver la planète. Enfin, sauver les... je ne sais pas trop. En gros, c'est ça. Hein. Ça fait des dizaines d'années qu'ils vont dans toutes les mairies françaises, européennes, etc., pour récupérer les données d'état civil et qu'on leur donne gentiment. Bon, ce n'est pas la peine de se battre aujourd'hui pour savoir si on doit les mettre dans le cloud d'Amazon ou pas. Elles sont déjà dans l'Utah, ces données d'état civil. Donc, ce n'est pas la peine de se battre là-dessus. C'est mort. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention et qu'on peut faire n'importe quoi et les distribuer joyeusement. Mais voilà un exemple de combat, si vous voulez, qui me paraît un petit peu à côté de la plaque. Hein, c'est un débat, il faudrait se poser d'autres questions. Une question, par exemple, à se poser, qui n'est pas souvent posée, je vais peut-être être un petit peu provocateur, la question de l'open data. On a une espèce de fascination pour l'open data, c'est merveilleux, c'est la liberté, etc., etc. Ça me paraît une position absurde, totalement absurde. Les gisements sur lesquels vont travailler les grandes entreprises dans les années à venir, c'est les gisements de données. Et on sait très bien que ceux qui vont les exploiter le mieux, les gisements de données, c'est ceux qui ont les outils les plus performants. Donc, c'est les entreprises américaines. Bon. Et on est en train de tenir un discours, on se dit, bon, on va ouvrir les données, on va ouvrir les bases de données. Hein, et n'importe qui pourra venir se servir. Donc, la petite PME française, start-up, créée par un étudiant de l'école de commerce de Grenoble, associé avec un copain d'une bonne école d'ingénieurs de Grenoble, va pouvoir lancer sa start-up, etc., etc. Mais ils vont être laminés tout de suite. C'est évidemment Google qui va s'en emparer de ces données. Donc, le fait de défendre une position très ouverte en matière d'open data, qui est la position de beaucoup de gens bien intentionnés, me paraît être un débat qu'il faudrait vraiment poser. Je pense qu'il y a des données qu'on ne doit pas ouvrir. Et il y a plein de données actuellement que je vois la mairie de Rennes met en ligne, dont je me dis on ferait beaucoup mieux de se les réserver, parce que là, on est en train effectivement d'offrir l'or des municipalités à des entreprises qui ne demandent que ça. Et demandent que ça, d'avoir accès à tout un tas de données, parce qu'elles vont pouvoir les exploiter. Et je trouve qu'on a, dans ce domaine-là, sur l'open data, qui est une très très belle idée, etc., intellectuellement, je trouve qu'on est en train de faire des choses qui sont extrêmement dangereuses. Et je vois bien que vous avez des grandes entreprises françaises qui ont des bases de données extrêmement importantes, qui refusent absolument de les mettre à la disposition de n'importe qui. Et ça me paraît être la position sensée, parce que là, il y a un enjeu extrêmement stratégique. Tout le monde se plaint des compteurs Linky. Moi, ce qui me gêne dans le compteur Linky, c'est pas tellement que EDF récupère des données, ça peut me gêner intellectuellement, éventuellement. Ce qui me gênerait beaucoup, c'est qu'on dise, puisque l'entreprise EDF récupère des données, elle n'a pas à les garder pour elle, on les met en open data, et que demain matin, Google puisse mettre ses moteurs de recherche sur les données qui seraient celles de l'entreprise EDF depuis 50 ans. Ça me paraît être un débat extrêmement... ça me paraît être un débat qu'il faut ouvrir. Mais bien évidemment, c'est un débat que, pour l'instant, je ne vois pas trop s'ouvrir. Et je suis conscient que dire que l'open data n'est pas forcément une solution géniale va susciter des réactions, j'en doute pas. Très bien, on n'a plus le temps pour d'autres questions. Si vous voulez aller plus loin dans la discussion, sachez que ce livre sur la cyberdéfense, coécrit avec Amel Kataruzza, Didier Danet et Stéphane Tailla, est publié aux éditions Armand Collin, est disponible devant l'accueil de GEM. Merci pour votre attention et bon festival.